Si je trouve que c'est cool, c'est que c'est nul. Faut vraiment que je pense que ce soit le meilleur truc que j'ai jamais fait pour que je juste le garde. À la base, moi, je fais de la musique juste pour moi. Comme si ça n'engageait que moi et qu'il n'y avait pas d'impact de gens qui attendent un album ou d'une sortie, d'une tournée, tout ça. Je veux juste faire de l'art pour moi. Je fais de la musique pour que j'aille mieux. Parce qu'en fait, ça me fait du bien de faire de la musique. Et je suis ému parce que là, je suis fatigué et tout ça. Mais c'est vrai que ça me fait aller mieux, en fait. Bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Bonsoir Tilacine. Bonsoir. Bonsoir, c'est un très grand plaisir et une très grande joie, je dois dire, de vous accueillir pour cette masterclass France Culture en direct de l'Agora de la Maison de la Radio, au cœur de cette 5e édition de l'Hyper Weekend Festival, où vous avez présenté un projet absolument génial, symphonique ou augmenté, avec cordes, les cordes de l'orchestre Lamoureux et les voix incroyable de la maîtrise de Radio France et puis le pianiste Bravin San. C'était en fait, à l'instar de ce que vous proposez depuis de très nombreuses années maintenant, une forme d'odyssée, un genre de voyage dans votre répertoire. Et ce répertoire lui-même est une invitation au voyage, ou plutôt, on a envie de dire, à la désorientation musicale, et même au sens plus large, puisqu'on vous doit déjà 8 EP et 7 albums. Et le premier, c'était il y a un peu plus de 10 ans, qui a une forme de boucle, on va en parler. Vous l'avez écrit, pensé, composé, on va voir à quel point, depuis le Transsibérien, ce train mythique, vous aviez emmené, je crois, un mini home studio. Mais depuis, c'est avec une caravane, dont je pense qu'on va beaucoup parler, que vous emmenez un peu partout, que vous produisez cette électro, cette musique, qui est une musique électro, oui, mais très ouverte, et qui se fabrique depuis ou avec l'ailleurs, sur la route, comme le dit d'ailleurs le nom de 3 de vos albums. Il y a 3 volumes, enregistrés pour le premier dans la Cordillère des Andes, au Danemark et dans les îles Féroé pour le 2e, et le 3e volume que vous présentez un peu partout en ce moment, vous l'avez conçu en Namibie. Et puis cette désorientation musicale, cet appel en fait vers d'autres esthétiques, moi je trouve qu'on l'a aussi beaucoup senti quand vous vous êtes un peu attaqué à la musique classique occidentale. Ça, c'était dans un très très beau projet qui s'appelait Timeless en 2020, confinement oblige, on va y revenir. Et même quand vous signez de la musique à l'image, comme on dit, puisque vous avez beaucoup écrit, vous avez commencé à écrire pour le cinéma, mais aussi pour les séries, comme par exemple la série Winter Palace, qui vous a emmené dans les Alpes, où là aussi, comme toujours, vous avez ramené des voix, des sons, des rythmes et puis aussi des instruments. Des instruments que vous glanez, que vous adaptez, qui semblent même contaminer votre instrument à vous, celui que vous avez appris, qui est le saxophone. Tous ces instruments, ces rythmes, ces sons, ce qu'on appelle le field recording, existent dans les sets que vous présentez, qui sont des sets où il y a donc de la musique live, mais où il y a aussi une très grande présence de la lumière. Il y a un travail de la lumière et un travail aussi des images, puisque on a la sensation que tout ça travaillent ensemble. Alors justement, comment vous travaillez, c'est l'objet des masterclass, c'est de comprendre comment on fabrique une œuvre, de rentrer plein pied sur la manière dont vous bricolez, vous construisez le son. Ce qui est très agréable avec vous, Tilacine, c'est qu'on a l'impression, quand on vous voit sur scène, d'avoir un peu accès à ce qui se passe en réalité quand vous la générez, cette musique. Mais dans les masterclass, on a coutume de commencer par une question à la fois très simple, mais en même temps assez essentielle. Celle de savoir si vous, quand je vous voyais sur cette scène de l'auditorium de Radio France, qui est une salle de musique classique, et où vous disiez en entrée de jeu que vous avez fait de la musique électro parce que vous n'aviez pas d'orchestre, est-ce que vous avez eu la vocation? Est-ce que enfant, vous saviez que c'est ça que vous feriez dans votre vie? Je dirais pas enfant. Je l'ai eu vraiment à un moment un peu plus tard, quand j'étais aux Beaux-Arts. Donc moi, j'ai commencé la musique à 6 ou 7 ans, avec du saxophone, de manière très classique, mais dans des écoles de musique de petites villes. Donc je jouais à la Panthère Rose, quoi, en gros, au saxophone. Et puis j'ai fait un petit peu d'orchestre. J'ai juste fait des passages au conservatoire, mais pour apprendre du jazz, l'improvisation au jazz. Et puis après, surtout, j'ai joué dans des groupes de musique, des groupes de rock festifs, soit au saxo ou à la basse. C'est ce qui m'a vraiment plus mis le pied à la composition, au fait de réfléchir à la structure d'un morceau, à qu'est-ce qu'on fait après, comment ça vit. Et donc après, à ce moment-là, voilà, je prenais beaucoup de plaisir dans la musique, mais je me disais pas que ça serait mon métier. Pourquoi ?
Pourquoi? Je sais, parce qu'en fait, depuis tout petit, j'étais persuadé que mon métier, c'était avec les animaux. Figurez-vous. Il y avait un petit indice avec le thylacine, qui est le nom d'un animal disparu. Mais voilà, j'ai toujours eu ce lien avec les animaux très fort. Et puis j'avais décidé à un moment donné, je serais zoologiste, l'étude du comportement des animaux. Et en fait, j'ai juste arrêté de me poser la question de ce que je serais. C'était tout tracé depuis que j'étais tout petit. Et c'est plus tard, quand j'étais en première scientifique, option biologie, dans un lycée agricole, donc tout tracé pour cette direction, je me suis dit, ah non, en fait, je me suis planté. Ce que je pensais être le plaisir et le métier, en fait, c'est l'inverse. Donc voilà, donc je suis passé aux Beaux-Arts après. J'ai réussi à faire la transition directe. J'ai eu mon bac S et je suis parti aux Beaux-Arts. Pas mal, du lycée agronome vers les Beaux-Arts. Lycée agricole. Agricole. Ouais, à Angers. Pour le coup. Et donc, oui, j'ai réussi sans prépa à rentrer aux Beaux-Arts. Et c'est aux Beaux-Arts où, au final, j'ai eu envie de créer ma propre musique. Mais alors, ma question, c'est la suivante. Pourquoi les Beaux-Arts, du coup? Ah, pourquoi les Beaux-Arts? Parce qu'en fait, c'était pas la musique où je me suis dit, ah, en fait, c'est la musique, c'était l'art en général. Je dessinais beaucoup, je faisais du graphe à l'époque. Je peignais des planches de skate, de surf et tout. Je faisais en fait les pochettes d'albums de plein de groupes de la région en graphisme comme ça. Donc j'avais ce rapport-là. Et donc les Beaux-Arts, c'était aussi la seule école artistique qui m'acceptait parce que ils regardaient pas les dossiers. Et c'était juste un concours. Et il s'avère que j'ai bien réussi ce concours. Et donc voilà, je suis rentré. Et puis j'ai appris plein de choses. J'ai appris une autre façon de penser. Et en fait, ça m'a au final ramené à la musique, à l'essence de ce qui était pour moi ma meilleure façon, en tout cas, de m'exprimer. Donc j'ai fait de la musique un peu expérimentale aux Beaux-Arts. Et puis au bout d'un moment, j'avais envie de créer une musique plus intuitive, plus naturelle, où j'arrête de réfléchir et je portais plus sur les émotions. Et c'est à ce moment-là qu'est né le projet Thylacine. Projet Thylacine, donc ce loup des steppes, le loup de Tasmanie qui n'existe plus. J'ai lu que vous aviez créé des projets aux Beaux-Arts où il y avait une partition sur les grains de beauté du dos d'une camarade. Ouais. Vous dites, c'est intéressant que ça vous a permis quelque chose de plus expérimental. Ouais, c'est ça. En fait, ce que j'ai fait aux Beaux-Arts, c'était de re-questionner tout ce que j'avais appris en musique. Et je m'étais rendu compte qu'avec toutes ces années de solfège, où j'ai passé quand même peut-être 7 ans à étudier la musique, j'avais surtout appris à lire une partition, à déchiffrer une partition, à jouer et à écrire une partition. Mais j'avais jamais appris vraiment à composer un morceau, ce qui était l'essence, les développements harmoniques, la structure, tout ça. Et donc j'ai voulu jouer avec tous ces codes d'écriture. Donc oui, je faisais plein de trucs un petit peu débiles comme ça, de mettre une partition transparente sur des cacas de pigeons au sol, et puis de les jouer après, et puis de jouer sur de la musique aléatoire comme ça. Mais avec un très fort lien visuel et sonore. Mais à un moment donné, j'ai eu aussi ce déclic. C'était en regardant un film d'ailleurs, où en fait juste la musique m'a transcendé, et j'ai su directement, je fais ok, en fait, je l'ai dit à personne à ce moment-là. Quelques temps plus tard, je l'ai dit à un ami, je lui ai dit, je te le dis à toi, mais je ne veux pas le dire aux autres parce que pour moi, je voulais d'abord faire mes preuves et j'ai pas envie de dire ah, je vais devenir ça et tout. Mais je dis voilà, en fait, moi, c'est réglé, ça va être ça. Quoi qu'il se passe, voilà. Donc j'ai commencé à faire mes morceaux à ce moment-là dans mon coin. Dans votre coin. Donc ça veut dire, on va revenir, mais dans votre coin, ça veut dire sur quoi au début? Puisque vous avez le saxophone. Ouais. Qu'est-ce qui fait? Est-ce que c'est parce que c'était dans votre coin que c'était la musique électro, ou est-ce que c'était précisément parce que c'était l'un des endroits où on pouvait expérimenter le plus? Les deux sont les bonnes réponses. C'était parce que c'était dans mon coin. Donc oui, vu que je suis pas chanteur, que je suis pas guitariste, je suis pas pianiste, avec le saxo, au bout d'un moment, on est quand même un petit peu limité à construire un morceau tout seul. Et mes premiers morceaux, entre guillemets, que j'ai fait, j'avais acheté une petite machine qui a un sampler qui s'appelle une MPC 500, qui est un peu un truc de hip-hop où on tape, on fait des rythmes comme ça dessus, et on pouvait enregistrer ces rythmes. Donc j'enregistrais des rythmes et puis je faisais des petites séquences de saxo dessus. Et puis après, je rajoutais des petites couches, puis en fait je me rendais compte que je l'utilisais pour faire vraiment des mélodies aussi, parce que juste j'avais peur de
la MAO, de la musique assistée par ordinateur, des logiciels, j'y connaissais absolument rien. Et je me suis dit, cette petite machine, j'arrive à la faire marcher, mais là, le truc, il n'y avait personne autour de moi qui faisait ça. Je ne sais pas comment je vais faire, quoi. Donc j'étais un peu limité à ça. Puis à un moment donné, j'ai passé le pas et YouTube m'a beaucoup aidé. Voilà, c'était vraiment pour le coup tout seul, quoi. Vous n'êtes pas du tout rentré dans à la fois le complexe et parfois le côté un peu diémurge, justement des musiciens qui veulent faire de la musique, qui font énormément de bœuf, où il y a quelque chose de l'ordre de la performance ou de la compétence? Ben moi, en fait, ce qui m'intéressait, et toujours aujourd'hui, ce qui me fascine le plus, c'est l'écriture quand même. C'est le fait de composer, le fait d'un moment donné s'enfermer, d'être 4 heures avec soi-même et de ressortir avec une œuvre. Je trouve ça incroyable. Une œuvre qui va transmettre des émotions, qui va pouvoir toucher des gens, soi-même se toucher. Enfin, je trouve ça fou. Et la performance m'intéresse assez peu dans le sens quand on travaille un instrument, effectivement, on va avoir des gens qui vont être super bons et au bout d'un moment, ça se rapproche du sport. C'est-à-dire juste on travaille, on devient meilleur et tout ça. Et c'est super, mais c'est pas vraiment ce qui m'intéressait. Moi, c'était justement aussi, et toujours aujourd'hui, de jouer des instruments sans savoir trop comment les jouer parfois, mais de réussir à essayer de transmettre cette émotion, de raconter quelque chose. Donc, ce côté, la performance, la compétition et tout, c'était vraiment pas ce qui m'intéressait en musique. Qu'est-ce qu'on écoutait chez vous quand vous étiez petit? Parce que là, vous venez de citer toute une série de genres musicaux qui déjà sont désorientants. Vous avez dit que vous avez beaucoup joué, mais j'ai vu que vous aviez fait des centaines de dates en fait quand vous étiez au lycée avec les groupes dont vous parliez. On vous a mis au saxo, je crois qu'on a mis votre sœur au violon. Qu'est-ce qu'on écoutait chez vous? C'était quoi justement l'environnement musical, s'il y en avait un? Tu leur demandes, hein, ils sont là. Hein. Ah moi, je me rappelle d'un concert qui, au final, m'avait pas mal marqué. C'était Swad Massi. Je ne sais pas si vous vous rappelez de ça. Chanteuse algérienne. Je me rappelle, avec du recul, ça m'avait beaucoup marqué. Qu'est-ce qu'on écoutait un peu tout, mais c'était beaucoup... de quoi? Ah oui, Paolo Conte. C'est vrai que c'est un artiste. Les parents sont dans la salle. Ah oui. Donc là, vous venez de citer une chanteuse algérienne et un chanteur italien qui, tous les deux, déjà, en plus, ont voyagé hors des genres qui sont ceux de chez eux. Il y avait ce truc-là où ça, moi, je pense que ça m'a fasciné très tôt. Mais sinon, après, c'était de la variété française, beaucoup. Voilà, mais on a fait quand même pas mal de concerts quand j'étais petit, donc ça m'a, je pense, un petit peu ouvert l'esprit quand même. On va parler quand même de ce projet qui est un peu, me semble-t-il, celui qui lance une certaine esthétique ou une certaine identité. C'est le projet du Transsibérien qui est sorti en 2015. Ça va bientôt faire 11 ans. Vous aviez déjà 2 EP à votre actif, je crois, à ce moment-là. Mais vous étiez tout jeune, vous aviez 23 ans. Vous partez prendre le Transsibérien, qui est ce train assez mythique où on va de Moscou à Vladivostok, je crois, en près d'une semaine. C'est plus de 9000 km. 9288. 9288, très précisément. Je ne sais pas d'où je le ressors, celui-là, mais ouais. Pourquoi la nécessité, à un moment donné, de partir? Est-ce que ça veut dire que vous n'arriviez pas à travailler depuis là où vous étiez? Alors, il y avait ce truc où, au début, quand on commence à faire ses propres morceaux, on a une sorte d'énergie, et puis en plus, la naïveté aide beaucoup. C'est très facile, je trouve. Et je pense que beaucoup de personnes peuvent partager ça. C'est très facile de faire ses premiers morceaux. Il y a un truc un peu naturel, on découvre, tout est incroyable. Et en général, c'est là où aussi on va réussir à mettre beaucoup d'émotions assez naturellement. Et puis au bout d'un moment, on se pose plein de questions, on essaie de progresser et tout. Et là, on se perd un peu, on a du mal à faire des bons morceaux. Et moi, je me questionnais beaucoup sur ces moments qui sont créatifs et ces moments qui ne le sont pas. C'est-à-dire des fois, je pouvais passer 2 semaines à travailler sur des morceaux et il n'y avait rien de bien qui sortait. Et je trouvais ça extrêmement frustrant, en fait. Et parfois, en 3 heures, il y avait une idée qui sortait et que je trouvais incroyable. Donc j'ai commencé à me questionner, à regarder, à comparer les moments, à voir qu'est-ce qui marchait pas de manière très pragmatique comme ça. Et je me rendais compte que quand j'étais dans le train, parce que je voyageais tout le temps en train entre les dates de concert, comme ça, en fait, ça marchait bien. C'est-à-dire que j'avais un truc où c'était un peu hors du temps, c'était pas chez moi. J'étais en mouvement, il y avait personne qui me dérangeait parce que j'étais dans ma bulle, que je captais pas trop. Voilà, j'avais 2 heures libres à faire un peu n'importe quoi. Et je trouvais que ce truc-là marchait bien. En fait, du coup, c'est un peu parti de là, presque bêtement, en me disant là, ça marche. Ok, on va chercher le train le plus long du monde et on va voir ce que ça va donner, quoi. Le train le plus long du monde. Et
Vous n'aviez pas peur, et c'est une question qu'on va se poser, de la question de l'exotisme, de la mystification? Est-ce que vous aviez un fantasme du transsibérien ou pas? Parce que c'est toujours une question qu'on peut se poser quand on va chercher un ailleurs. Est-ce que c'est un ailleurs dont on a rêvé? Est-ce que vous aviez besoin d'en rêver ou vous aviez juste besoin d'être en déplacement? Il y a forcément un côté un peu mystique. Rien que le nom, en fait, on a entendu parler. Mais en fait, honnêtement, j'y connaissais pas grand-chose. Forcément, on a tous entendu parler du transsibérien. Du coup, je me suis dit, voilà, je pars à l'aventure, quoi. Mais c'était aussi l'idée de partir, aussi de faire un projet qui sorte de l'ordinaire. C'est ce que j'ai gardé des Beaux-Arts et j'ai toujours envie de faire ça aujourd'hui. C'est pour ça ce que j'ai fait aussi hier soir, c'est de pas juste faire des albums en studio, puis de la tournée, puis des albums en studio, d'essayer de créer des projets un petit peu hybrides qui vont un peu au-delà de ça, où la musique est là, elle est centrale, mais il se passe aussi d'autres choses. Donc pour moi, c'était important. Ça allait être... alors honnêtement, je ne savais pas que c'était forcément un album. Je m'étais dit déjà, si je fais 5-6 morceaux, c'est cool. Mais en tout cas, je voulais enclencher cette démarche d'aller chercher autre chose et de proposer quelque chose d'un peu différent aussi, quoi. Alors concrètement, puisqu'on rentre dans le concret, vous partez à l'époque avec quoi? Je crois que c'est un projet particulier parce qu'entre-temps, vous avez changé de méthode. Mais est-ce que vous aviez une méthode et vous êtes parti avec quel matériel et comment concrètement ça s'est passé? Si vous connaissez cet album, c'est un album qui s'ouvre sur le bruit du train. Ouais. Ce fameux bruit du train avec lequel vous avez vécu. Comment ça se passe? Vous arrivez dans ce train, vous avez quoi avec vous? Et comment ça commence le travail? Alors, avec moi, j'avais pris mon saxophone d'ailleurs, qui n'est pas du tout dans l'album, mais qui m'a permis des fois, en monnaie d'échange, de jouer un peu de saxo, de se faire comprendre et tout ça. J'avais un clavier MIDI, j'avais mon ordinateur, j'avais pris 2 casques différents pour alterner, parce qu'à force de bosser au casque, on fatigue, et du coup, même peut-être 3 casques, je sais plus. J'aime bien changer de type d'écoute pour redécouvrir des morceaux comme ça. Bonne technique. J'avais un tout petit synthé qui s'appelle OP1 de Teenage Engineering, et j'avais voilà, des toutes petites machines un peu jouets, mais j'avais vraiment pas grand-chose. Et j'avais un petit enregistreur et des micros. Mais pour préciser aussi, je suis pas parti tout seul, parce qu'en fait, quand je me suis dit bon, je vais faire ça, je me suis dit, je peux pas partir et rentrer avec des morceaux et dire je l'ai fait dans le train. Pour moi, c'était hyper important de pouvoir documenter le processus et de rentrer avec toute l'histoire, quoi. C'était pas que de la musique. Et donc, à l'époque, j'avais cherché une boîte de production qui voulait bien filmer le truc. Et puis, on avait travaillé avec France Télévisions. Il y avait une petite équipe. Donc, on était 5 à partir, avec un réalisateur, un ingé son, une régisseuse, et puis le plus important, parce que en vrai, sans elle, l'album aurait été très différent, c'est une fixeuse franco-russe qui nous a ouvert énormément de portes avec des gens sur place, quoi. Bien sûr, parce que donc le fixeur, c'est le personnage avec qui on travaille nous aussi, beaucoup les journalistes, qui à la fois peut traduire et donner des clés. Donc comment ça s'est traduit finalement, ce processus de travail collectif, du coup, dans une certaine mesure? Ça veut dire qu'il y a plusieurs types de matériaux. Qu'est-ce que vous récupérez dans ce premier voyage? C'est-à-dire vous avez un saxophone, finalement, vous vous en servez pas. Non. Et dans le train, c'est dur d'enregistrer, hein. Voilà, mais du coup, dans le train, c'est dur d'enregistrer. Donc, et c'est dur de travailler aussi, j'imagine. Ça va. C'était le moment où ils avaient tout juste inventé les premiers casques anti-bruit, là. Donc, ça marchait plutôt pas mal. C'est assez bruyant, mais moi, franchement, c'est pas horrible, hein. Alors, qu'est-ce qui relève de la collecte? Est-ce que le travail, à ce moment-là, c'est la collecte, en tout cas, collecter du son et rencontrer des gens? Est-ce que ça se fait en même temps? Est-ce que quand vous rentrez, vous commencez à écrire? Ah non, j'ai écrit vraiment tout là-bas, quoi. En gros, l'idée, c'était que dès que j'étais dans le train, je faisais que de composer. Donc j'avais ces moments où, en général, on avait 2-3 jours de train, puis 2-3 jours à l'arrêt dans un petit village ou une petite ville, et puis on allait rencontrer des gens, enregistrer des choses. Donc là, j'avais ces collectes, et puis après, je rentrais, et puis là, je me faisais une autoroute de composition à bosser toute la nuit dans le train, jusqu'à ce qu'on arrive à une autre ville, quoi. Est-ce que ça veut dire que quand c'est terminé le voyage, la composition est terminée? Ouais, vous ne composez plus après?
Alors j'ai réarrangé des choses, j'ai fini des morceaux. L'idée c'était de créer toutes les idées en fait des morceaux, de toute cette énergie. En fait, ce truc que j'avais l'impression que j'arrivais pas à faire trop chez moi, mais que j'arrivais mieux à faire dans le train, c'était de le faire à ce moment-là, c'est-à-dire vraiment les mélodies, l'idée en fait des morceaux. Et après j'ai pris le temps, alors pour resituer, je suis parti en juin et j'ai sorti l'album en septembre. Donc l'idée Très c'était court. ouais, parce que bon, du coup, les vinyles sont arrivés 2 mois après, c'était un peu n'importe quoi, mais le temps de faire le mixage, mastering et tout, l'idée c'était vraiment, je rentre, je fais 2 semaines en studio, voilà, j'ai dû faire 1 mois en studio, le temps de finir les trucs, et puis c'était plié. Parce que j'avais aussi communiqué sur le fait que j'étais parti, je voulais qu'il y ait cette instantanéité, en fait, que les gens voient que, bah voilà, je suis rentré, voilà, c'est ça. C'est ça le résultat, ça pouvait pas sortir 6 mois après, quoi. Alors après, vous avez été plus loin parce que j'ai envie de savoir quelles ont été les choses qui ont fait que cette expérience a quand même déterminé quelque chose, parce que j'ai l'impression que ça a déclenché une méthode, un désir, voire même une pratique. En fait, aujourd'hui, Ouais. c'est votre pratique. Et quelles étaient aussi les limites, puisqu'après, vous avez carrément poussé la chose ou le geste Ouais. jusqu'à, en fait, faire venir le studio dans le voyage. Ben, ce qui est marrant, c'est qu'avec du recul, je me rends compte qu'il y a eu beaucoup de hasard, dans le sens où moi, je suis parti vraiment avec cette expérience de me dire, dans le train, ça fonctionne, prenons le train le plus long du monde. Et j'avais ce truc, donc il y avait aussi une analogie avec la littérature, Blaise Cendrars, choses comme ça, l'inspiration du transsibérien. Je me disais, il y a des écrivains qui sont partis écrire dans le transsibérien. Moi, je vais pouvoir composer de la musique. C'est une sorte de reenactment un peu moderne de ce truc-là. Je trouvais ça drôle parce que je fais partie de la génération où, pour la première fois, on peut composer assez facilement avec juste un petit ordinateur portable et tout ça. Donc je trouvais ça très cool. Mais au final, ce qui a changé le voyage, l'album, et puis ce qui a changé peut-être la suite aussi de mes projets, ça a été les rencontres et les enregistrements que j'ai fait là-bas. Ça, c'était pas du tout prévu. Pour moi, c'était composé dans le train, l'idée. Et donc, en fait, on a rencontré des gens. J'ai eu l'occasion de faire des enregistrements incroyables avec soit des petites dames dans la taïga, un chaman au bord du lac Baïkal ou des polyphonies à Irkoutsk. Et en fait, ces enregistrements qui étaient géniaux, moi, m'ont inspiré énormément. On fait le début de morceaux. C'est aussi grâce à ça que j'ai pu faire, je pense, autant de morceaux. Parce que du coup, ça a créé une diversité, une inspiration très forte et tout. Et c'est ça qui m'a au final surpris, marqué et qui m'a hyper excité et qui m'a donné envie de continuer à mélanger des musiques différentes, à aller chercher comme ça une autre façon de faire de la musique et à faire des rencontres et avoir ce truc un petit peu de carnet de voyage en musique. Alors, on va revenir sur l'histoire de la caravane, mais du studio Caravane. Mais c'est très intéressant ce que vous dites, puisque du coup, les rencontres n'étaient pas nécessairement prévues. Mais ensuite, vous les faites, ces rencontres. Il y a cette chorale, il y a donc tous ces enregistrements qu'on a. Vous aviez prévu d'enregistrer autant, parce que je sais que vous avez des références, mais c'est tout un champ de la musique et du field recording qui est une culture. Est-ce que vous l'aviez, cette culture-là, ou pas? Est-ce que vous aviez des références ou pas du tout? Pas tant que ça, non. Non, un petit peu. Après, moi, j'avoue que j'ai lu des trucs et tout, mais je suis un peu une personne qui aime bien faire, tester. Et en vrai, quand on a un micro, on n'a pas besoin de lire 3 bouquins sur le field recording pour enregistrer des sons dehors, quoi. On s'approche, on met un casque et puis on teste des choses. Donc c'était un peu ça, quoi. Donc je me suis pas posé beaucoup de questions. Et c'est un truc que j'essaie de garder de manière générale parce que sinon, on fait pas trop les choses, quoi. Donc c'était un mélange d'inspiration directe, d'enregistrer le train et puis de hasard aussi, de rencontres et tout ça. De hasard de rencontres. Alors, quelle est la difficulté ou quel est l'enjeu, quel est le défi quand on a ce genre de matériaux? C'est-à-dire, est-ce qu'il y a parfois des risques, des choses auxquelles vous avez été attentif? C'est-à-dire, quand on a des sons chamaniques, ça évoque des musiques qu'on connaît. Ouais. Comment, vous, concrètement, quelles questions se posent? Si vous avez un ou deux exemples, on aime bien rentrer un peu dans le dur. Vous Non, parlez mais des le chants de chaman, chaman. c'est pas mal, parce qu'effectivement, quand on se dit faire un son avec un chaman, enfin, ok, partir en truc tribal. Ouais. Et en fait, pas du tout, parce qu'on a cette vision du chaman, mais moi, c'était juste un mec dans sa yourte au bord du lac Baïkal, et puis il faisait des chants. Et donc,
D'ailleurs, je me rappelle quand je suis rentré, je dis j'ai enregistré un chaman, j'ai fait un son avec. Oh là là, ça va être compliqué cet album. Mais moi, je l'ai pas du tout pris comme ça. D'ailleurs, c'est un morceau qui est assez doux, plus un petit peu peut-être. Qui a un petit côté hip-hop, trip-hop, voilà. En fait, c'est comme si vous alliez le prendre à contre-courant, peut-être d'autres sons qui sont beaucoup plus spirituels à certains moments de l'album. Mais parce que je pense que j'ai une vision, j'ai une façon d'interpréter la musique ou les sons que je vais enregistrer qui est direct, où j'ai pas le cliché en fait du truc. Moi, j'ai juste vu un mec en face de moi qui faisait des espèces de chants et je les ai enregistrés et ça m'a emmené faire une musique, mais donc j'ai pas trop eu à désamorcer ça. Et je pense que quand on se pose pas trop de questions, c'est cool. C'est juste après, des fois, il faut avoir un petit peu de recul et puis voir ce que ça donne. Mais j'essaie vraiment de pas trop réfléchir parce que je trouve qu'on se ferme beaucoup de portes en fait à se dire non, ça va être un peu cliché ou ça va être problématique et tout. Moi, j'essaie plus de réfléchir sur la façon de respecter les gens avec qui je travaille et d'avoir ce dialogue pour que ils soient contents et OK avec ce que je fais, qu'ils soient bien en connaissance de la façon que j'ai de travailler, de retourner les voir après l'album, d'avoir cet échange-là et tout, de payer tout le monde et d'avoir ce truc-là. Ça, c'est quelque chose dont il faut prendre le temps de réfléchir. Mais après, sur l'image des personnes avec qui j'enregistre, je trouve ça même chouette de casser un peu ça, quoi. Non, mais c'est intéressant ce que vous dites sur la question du respect. Alors ça, c'était le premier voyage, mais ensuite... On va le voir, vous avez continué, c'est devenu aujourd'hui votre pratique. Vous avez réfléchi, vous faites comme si c'était spontané, mais vous avez réfléchi aux conditions justement dans lesquelles vous échangez. Qu'est-ce qui est important pour vous dans ces relations avec ces gens que vous rencontrez on va voir qu'il y en a eu plein au cours de ces voyages. Des notions, la question de crédit, la question... Qu'est-ce que c'était les conditions pour vous pour que ça se passe bien? Est-ce que vous y avez réfléchi tout de suite ou après? Dans le Transsibérien, j'ai pas du tout réfléchi parce que c'était pas prévu, donc ça s'est tombé un peu comme ça. Et heureusement, vu qu'on filmait un peu le truc, du coup, on avait des autorisations, on avait les contacts pour la partie vidéo. Mais ce qui s'est passé, c'est qu'après, moi, je suis retourné en Russie, quoi. Je suis retourné après la sortie de l'album et j'ai donné des CD à tout le monde, on a fait signer des contrats et on a payé les gens et tout. Mais sur le coup, moi, j'étais juste, c'est trop bien, et puis je partais faire de la musique. Donc, c'est un peu en finissant l'album, en voyant la place que ça prenait dans les morceaux, que je me suis posé la question et que ça s'est installé, quoi. Ensuite, qu'est-ce qui fait que quand vous rentrez, vous vous dites, je pense que c'est ça que je vais refaire, ou pas? Vous le dites tout de suite ou pas? Ouais, un one-shot? Oui, parce que émotionnellement, c'était incroyable. Enfin, moi, je me suis pris une claque artistiquement, émotionnellement, c'était fou. Je suis rentré, j'ai déprimé pendant 2 semaines. C'était hyper dur de retourner à la réalité après ça. Et donc, oui, je me suis dit, OK, je vais continuer dans cette direction. Et surtout, une autre chose qui était très chouette, c'est que du coup, j'ai sorti cet album, j'ai fait beaucoup de concerts après. Et tout le monde, après les concerts, me disait, tu vas où après, quoi? C'était la question, genre, où est-ce que tu vas? Où est-ce que tu vas aller? C'est quoi le prochain projet? Et ce qui était trop drôle, c'est que moi, quand je l'avais pensé, ce projet-là, à la base, c'était ce projet-là, et puis ça ne sera pas forcément mon truc, quoi. Mais en tout cas, j'avais envie de faire ça. Et c'est aussi, quelque part, le public qui m'a confirmé qu'il fallait continuer. J'avais cette envie, mais ça fait plaisir d'avoir en plus les gens qui étaient presque plus excités que moi à l'idée de savoir où j'allais aller ensuite. Donc, à partir de là, il y a quand même l'apparition d'un personnage qui, je crois, est devenu un personnage central dans votre vie. C'est ce studio Caravane, qui s'est visiblement perfectionné au fil du temps, si j'ai bien compris. Alors perfectionné et aussi dégradé, hein, on va pas se mentir. Sur le dernier voyage, il a pris un petit peu la poussière. C'était quoi l'idée C'était quoi l'idée et surtout, comment est-ce que vous l'avez pensé ou pas? C'est-à-dire que c'est un studio qui se balade. Quelle était la fonction de cet endroit? L'idée, c'était vraiment, je rentre du Transsibérien, je me dis, OK, mais vraiment, je crois que c'est 1 mois après. J'ai regardé sur mon téléphone, j'ai les premières captures d'écran de type de caravane et tout. Les seules contraintes que j'avais,
qui me saoulait un petit peu dans le transsibérien, c'est que les billets de train étaient pris à l'avance et que des fois on rencontrait des gens, ils disaient ah, vas-y, on va dans la taïga, j'ai un pote là-bas et tout. Et ben non, on pouvait pas aller dans la taïga parce qu'on avait un train qui repartait. Et puis aussi, le tracé était quand même très écrit, quoi. On change pas comme ça le trajet d'un train. Et donc j'avais envie de plus de liberté, j'avais ce truc-là, et puis j'avais envie aussi d'un point de vue sonore de ne pas me limiter à être que au casque, et du coup les enregistrements pendant le mode de composition étaient quand même limités. Dans le train, je pouvais vraiment rien enregistrer. Donc j'avais envie de dire, voilà, il faut que je fasse un lieu où je peux vraiment enregistrer, et surtout que je peux emmener n'importe où. C'est moi qui sais, qui dit où est-ce que ça va, et puis si je veux rester 2 semaines au lieu de 3 jours, ben, je reste 2 semaines. D'avoir cette liberté totale. Donc là, après, c'est parti dans un espèce de délire de rêve d'enfant en mode je vais créer ma soucoupe volante que j'en ai partout où je peux faire de la musique dedans. C'était vraiment ça, quoi. Est-ce que vous vous êtes mis des contraintes une fois que vous aviez ce studio peaufiné, je crois, avec l'aide de votre père, qu'il faut quand même emmener en cargo Ouais. quand on part. Vous êtes allé dans les Cordillères des Andes, vous êtes allé aux îles Féroé, et là vous étiez en Namibie, donc il est mobile, mais c'est quand même un sacré poids. Une fois qu'on n'a plus la contrainte du train, parce que le train, il y a une contrainte, et il y a un moment limité dans le temps, est-ce que vous avez commencé à travailler dans la contrainte ou pas? Et qu'est-ce que les endroits et le fait d'avoir un studio sur place créent comme contrainte? Parce qu'il y a la température, il y a tout ça. Oui, j'avais l'impression de m'affranchir de plein de contraintes. Je m'en suis aussi rajouté beaucoup d'autres, hein, parce que du coup, là, j'étais tout seul à conduire. Je me faisais des journées de 10 heures de route et au final, j'arrivais complètement dégommé, qu'il fallait parfois réparer la caravane, qu'il faut savoir changer des pneus. Et, enfin voilà, donc il y a eu plein d'autres contraintes qui se sont rajoutées, mais qui me permettaient quand même de rester plus longtemps et de maîtriser un petit peu plus le voyage. Donc il y a eu des nouvelles contraintes. Il y a eu le fait aussi parfois d'être seul, de devoir aussi un peu assurer sa sécurité, entre guillemets, et, de ne pas savoir trop où on va dormir et tout ça. Donc ça a rajouté aussi un peu d'insécurité, mais qui était assez intéressant. J'avais aussi envie de me tester, quoi, de me mettre dans des conditions un petit peu plus difficiles et de me dire peut-être que ça va être intéressant artistiquement. Justement, qu'est-ce qu'il y a, si on prend des exemples, là c'est le 3e volume, il y a donc eu ces 3 endroits complètement différents. Est-ce que vous pouvez peut-être nous donner un exemple de ce que la contrainte ou les spécificités d'un endroit ont créé que peut-être vous n'aviez, même si c'est l'idée, jamais prévu? À quel moment vous avez senti des endroits de désorientation qui ont donné quelque chose spécifique à ce voyage-là? Alors il y en a plein. Dès le premier voyage, il y a un morceau qui s'appelle 4500 mètres, ouais. où je suis resté bloqué à 4500 mètres. J'arrivais plus à avancer parce qu'on était trop en altitude, donc pas assez d'oxygène dans le moteur et tout ça. Et je suis resté enlisé dans le désert d'Atacama, qui est entre le Chili et l'Argentine. Et je suis resté bloqué là la nuit. Je me suis dit que j'allais dormir là et que je retesterais le lendemain quand le moteur aurait refroidi. Et puis dans la nuit, il y a des militaires qui sont arrivés, qui me disent mais qu'est-ce que vous faites là? On a fermé toute la région parce qu'il y a un énorme orage qui arrive. Et à ces altitudes-là, c'est très dangereux parce qu'on est très exposé. C'est le désert, il n'y a rien à part une caravane en métal en plein milieu. Donc d'un point de vue d'orage, c'est pas fou. Et il me disait maintenant c'est trop tard, mettez des trucs dans le sol pour que si vous prenez la foudre sur la gueule, ça parte dans le sol et que vous mourrez pas. Et du coup, j'ai passé une nuit comme ça, un petit peu tendue, avec l'orage qui arrive. Et du coup, je me suis dit, je vais faire de la musique, j'ai que ça à faire. Et donc, j'ai composé ce morceau qui a un peu un truc de tension. Enfin, moi, j'étais un peu en mode fin du monde, même si au final, je voyais que ça allait passer. J'allais être toujours là le lendemain matin, mais il y a ce truc de tension que je pensais pas vivre comme ça. Et puis après, sur tous les voyages, il y a eu un peu ça. Bon, on a eu aussi Stormur, qui est une grosse tempête aux îles Féroé, ou en Namibie, c'est peut-être aussi la chaleur qui, à un moment donné, m'a cloué au sol et qui fait que on ralentit les rythmes, on essaie ça impacte forcément la musique derrière, quoi. Est-ce que vous faites un projet contre le précédent? Je vais le dire autrement. C'est une question qu'on pose souvent dans les masterclass. Et vous, finalement, vous continuez, même si au milieu, il y a Timeless et on va y revenir.
Est-ce que ces Roads volume 1, 2, 3, il y a des choses que vous avez eu envie de dépasser, voire dans lesquelles vous avez eu envie de progresser d'un projet à l'autre, dans la manière de travailler ou dans le résultat final? De progresser. Rhodes Volume 2, je suis resté dans l'espace Schengen parce que je suis resté un mois bloqué avec les douanes en Argentine. Donc c'est le genre de progression où juste on apprend de ses erreurs et de son impréparation en tout cas. Voilà. Après, oui, mais honnêtement, c'est plutôt de l'organisation. C'est-à-dire que vraiment, que ce soit en Argentine, j'ai porté le projet un peu à bout de bras et c'était aussi dur physiquement, mentalement, parfois d'être seul pendant des longues périodes et d'avoir à gérer tout ce bordel quoi. Au milieu de la cordillère des Andes, c'était assez stressant et éprouvant parfois. Donc le fait de ensuite ne plus être seul sur les deux autres projets, et puis de mieux savoir aussi m'équiper, d'anticiper un peu plus certaines choses, m'ont aidé à plus me concentrer sur la musique. Donc dans ce sens-là, oui, mais en fait, dès le début, j'avais envie d'avoir d'avoir au moins une trilogie, si j'y arrivais, pour vraiment emmener cette caravane dans des lieux très différents pour voir à quel point l'environnement, la culture allait impacter ma musique. Donc j'ai aussi voulu que ces 3 volumes soient assez similaires dans les éléments que j'allais utiliser, dans l'organisation, dans la préparation et tout ça. Donc au final, j'ai rien réinventé. Vous avez recréé des conditions assez équivalentes. Exactement. Donc il s'est passé des années entre-temps, donc forcément c'est scientifiquement pas très rigoureux comme expérience, mais l'idée c'était vraiment d'avoir le même processus de travail, les mêmes conditions, c'est cette même caravane, les mêmes outils à l'intérieur, de la mettre là. Si je la mets là en Argentine, qu'est-ce que ça donne comme musique? Si je la mets aux îles Féroé, qu'est-ce que ça donne en Namibie? Donc d'où l'idée d'avoir des destinations aussi très différentes, des cultures très différentes, des climats très différents. Est-ce qu'il y a des matériaux qui vous résistent? C'est-à-dire, est-ce que vous avez récupéré des choses que vous n'avez pas réussi à utiliser? Ou des choses que vous avez tenté d'utiliser, voire garder pour plus tard? On va parler de votre album Nine Pieces, où il y a des résurgences de choses que vous avez vraisemblablement pas utilisées dans d'autres albums. Qu'est-ce qui vous résiste? Pourquoi? Est-ce que vous avez compris? Qu'est-ce que vous en faites? Ah ouais, c'est assez compliqué ça. Des fois, c'est juste des choses qui résistent parce que le moment est pas bon, quoi. Je suis même retombé sur un morceau que j'avais travaillé dans le Transsibérien avec le chant d'une femme que j'avais enregistré à Kazan. Et puis en fait, je trouvais ça hyper bien, donc je l'ai rebossé et tout. Puis en fait, on n'arrive même pas à avoir les droits pour le sortir, mais parce que ça utilise un chant existant et tout ça. Mais donc pourquoi je ne l'ai pas fini à ce moment-là? Parce que dans le moment où j'étais musicalement, j'arrivais pas à trouver la porte de sortie. Il y a beaucoup ça, en fait, quand on enregistre, quand on utilise une matière qui peut être forte. Et c'était aussi même le cas pour Timeless avec de la musique classique. C'est un peu trouver, pour moi, l'espèce d'alignement où je peux à la fois vraiment m'exprimer, l'emmener dans mon univers, tout en vraiment respectant son origine, mais que ça soit vraiment une manière de le réinventer. Et c'est pas toujours évident, quoi. Et j'essaie vraiment de réfléchir à l'axe où je peux l'emmener. Et donc des fois je trouve pas, des fois je me cogne contre un mur, quoi. Mais parfois le recul fonctionne. Ça, vous le faites ou pas maintenant, de repuiser dans des archives? Parce que j'imagine que vous avez dû constituer des archives. Est-ce que vous y revenez ou pas? Il faudrait que je le fasse plus parce que des fois je trouve des trucs chouettes, mais je m'embarque à chaque fois sur plein de projets, donc j'ai du mal à avoir le temps de retourner en arrière. Par contre, quelque chose que je fais beaucoup et que je trouve qui a changé et où j'ai gagné beaucoup en productivité, c'est d'arrêter un morceau dès que je me questionne trop dessus. C'est vraiment dès que je me dis ah mais là je suis pas sûr, hop, c'est pas grave, on arrête. On le met de côté, on commence quelque chose d'autre et puis on y revient. Ça c'est vraiment, ça change tout, quoi. Je me suis entêté pendant des jours, des semaines sur des choses et du coup à détruire des morceaux. Et je pense que c'était ce que j'avais un peu fait d'ailleurs avec ce morceau dans le Transsibérien. Et donc alors que des fois il faut juste le laisser respirer, il faut l'oublier.
Surtout ne pas l'écouter. Je me suis fait plein de listes comme ça. Ne pas écouter un morceau plus de 3 fois de suite quand on se pose des questions. Ça, c'est un bon tip qu'on peut donner. Ouais, carrément. Il y a plein de choses comme ça que je trouve vraiment nécessaires. Donc vraiment les oublier et puis attendre une semaine, 2 semaines pour y retourner dessus, quoi. Comment, à l'inverse, vous savez qu'un morceau est terminé? Est-ce qu'on le sait? Ouais. Quand la deadline est passée, quoi. Non, mais honnêtement, il y a un peu de ça. Surtout qu'on peut ne jamais s'arrêter. Et c'est le cas pour un morceau, c'est le cas pour une création. Même comme hier soir, j'ai recomposé un truc il y a 2 jours sur un morceau. Et si on m'avait donné un mois de plus, j'aurais recomposé plein d'autres trucs en plus, quoi. Ça peut être sans fin. Après, sur un morceau, c'est juste qu'il faut, à force, on se connaît, et il faut essayer de savoir à quel moment on est en train de faire du mal au morceau plutôt que de l'améliorer, parce que moi, j'adore des musiques hyper minimalistes, et des fois, je suis le premier à ne pas réussir à faire des musiques minimalistes parce que je rajoute plein de choses, je veux perfectionner et tout, puis en fait, on perd cette espèce d'énergie première qui était là, en fait. Donc, honnêtement, c'est très compliqué. Je trouve qu'il faut quand même donner du temps à des morceaux, et je dis ça, et en même temps, Transsibérien, j'ai sorti un mois après, et puis c'était cool. Donc c'est pas facile, ce truc entre premier jet et puis quand même, quand on peaufine des morceaux, des fois on arrive à quelque chose de quand même plus qualitatif. Donc j'ai du mal à répondre à cette question, même pour moi. Donc ce que je fais, c'est qu'au final, c'est quand j'en ai marre, quoi. Quand je trouve que c'est bien, et qu'au bout de plusieurs écoutes espacées par plusieurs journées, je me dis bah non, là j'ai rien à rajouter, bah là on n'y touche plus. Est-ce que vous avez des moyens, enfin, on peut le redire autrement, vous avez des méthodes de travail? Est-ce que vous écoutez d'autres musiques? Est-ce que vous lisez des choses en même temps? Parce que on comprend que vous, il y a la notion de déplacement. D'une certaine manière, vous avez une présence quasiment absolue à l'endroit où vous êtes, au moment où vous l'êtes, dans le moment de la création. Mais entre ça, quand vous êtes dans la caravane, est-ce que vous écoutez d'autres gens? Est-ce que vous lisez d'autres choses? Est-ce que vous avez des moyens de vous sortir de vous-même en dehors du voyage? Alors, j'ai une règle qui est presque inverse, c'est du coup, je n'écoute quasiment pas d'autres choses. Ce qui est bizarre, hein, mais en tout cas, dans une musique analogue à ce que je peux faire. C'est-à-dire que je n'écoute pas d'autres personnes qui sortent des albums en même temps et tout ça. Je vais écouter de la musique nouvelle que je ne connais absolument pas, de différentes cultures et tout ça, pour découvrir, m'imprégner et tout ça. Mais par contre, je vais vraiment pas écouter le dernier album d'un de mes contemporains qui peut faire une musique un peu proche. L'idée, c'est vraiment de me couper de ça, de ne pas me questionner de genre « Ah, mais lui, il a fait ça, et puis en ce moment, il y a un truc comme ça qui se fait pas mal, et c'est cool ». Ça me pourrit un petit peu ma créativité, dans le sens où j'ai envie du coup d'aller dans cette direction-là, et à chaque fois que je veux volontairement prendre une direction musicale, c'est nul. Mais je me suis fait avoir plein de fois, et je pense que... Exemple? Quoi? Non, mais c'est, je pense, trop précis et c'est trop dans ma tête pour pouvoir l'expliquer concrètement. Mais, et puis surtout, la plupart du temps, c'est des morceaux que je n'ai pas sortis, du coup, parce qu'ils sont mauvais. Mais c'est de me dire, ah, mais là, je veux trop faire un morceau comme ça. Et du coup, je me borne à aller là-dedans, alors que pour moi, ce qui fonctionne, c'est de tester des trucs et de me laisser embarquer. C'est-à-dire, ah, mais il y a ça, et puis hop, je pars, et puis je réfléchis pas, et puis ça va dans des directions pas prévues, inattendues. Et c'est là où, en fait, et je pense que ça, pour le coup, c'est quand même pour tout le monde, c'est quand on réfléchit pas trop et quand il y a des accidents qu'on fait les meilleures œuvres. Donc, pour moi, c'est vraiment important d'essayer de garder ça, donc de pas écouter trop ce qui se fait en ce moment. Et puis aussi, il y a un truc de je veux pas être dans la comparaison, je veux être dans ma bulle, je veux être tout seul à faire ma musique comme si ça n'engageait que moi et qu'il n'y avait pas d'impact de gens qui attendent un album ou d'une sortie, d'une tournée, tout ça. Je veux juste faire de l'art pour moi. C'est aussi un truc qui est très important pour moi. C'est à la base, moi, je fais de la musique juste pour moi. Mais vraiment, et j'essaie de garder ça tout le temps.
de pas faire de la musique pour répondre à une attente. Pour la réception. Vous pensez pas à la réception quand vous Non. créez. Ça, c'est une question Et je veux vraiment pas le faire. Encore une fois, quand j'ai voulu faire ça, c'était pas très réussi. J'ai même un vieux morceau qui s'appelle Antidote et qui résume bien ce rapport-là, où moi je fais de la musique pour que j'aille mieux, dans un premier temps. Parce qu'en fait, ça me fait du bien de faire de la musique. Et je suis ému parce que là, je suis fatigué et tout ça. Mais c'est vrai que ça me fait aller mieux, en fait. Et ça vous déplace un peu parce que à quel point ces désorientations-là, elles vous ont aujourd'hui changé. Vous êtes sur scène et on va parler de ce moment de la scène parce qu'il y a cette collecte, il y a le travail et puis il y a le moment où vous le vivez sur scène. Et ça, c'est un deuxième moment. Il y a le moment de la création et il y a le moment du set. On a l'impression que tous ces instruments, ces musiques que vous avez découvertes, elles ont modifié même votre saxophone. Il va faire des sons aujourd'hui qui sont probablement pas ceux que vous avez appris au conservatoire. Ouais, bien sûr, ouais. Vous jouez du doudouk, vous jouez du sar. Qu'est-ce qui se passe quand vous êtes sur scène? Est-ce que vous allez mieux aussi quand vous êtes sur scène? Ça marche, ça? Pas forcément. Parce que la scène, ça reste quand même un lieu de pression et de tension qui est assez forte. Donc, j'ai des moments d'épiphanie où j'ai l'impression d'être totalement à ma place et c'est naturel et c'est génial. Néanmoins, je suis, je pense, peut-être trop perfectionniste pour ça, mais je réfléchis à plein de choses. J'ai envie d'être contrôle, j'ai envie de donner le meilleur de moi-même, le meilleur de ce que je peux donner sur ce concert. Donc, je vais être très, très concentré tout le temps pour faire le mieux que je peux. Donc, la scène, à la fois, je l'adore parce que je vis des émotions très intenses dessus, et en même temps, ça me fatigue et ça me pèse parce que je ne peux pas monter sur scène et jouer devant 2000, 3000 personnes de manière innocente, sans me dire que c'est OK, enfin, que c'est normal, que bah non, mais c'est juste jeudi soir, quoi, en fait. Pour moi, ça reste un truc qui est complètement fou, quoi, qui est pas normal. Et donc, j'en ai conscience quand je monte sur scène. Donc, il y a quand même un poids, quoi. Il y a un poids, mais il y a aussi beaucoup d'images. Alors, j'ai envie qu'on parle des images. C'est hyper intéressant parce que quand on a commencé cet entretien, on a parlé du fait que vous étiez aux Beaux-Arts, mais on a parlé aussi d'images, quoi. Et vous, Ouais. vous avez aujourd'hui une compagne qui vous accompagnait, d'ailleurs, dans ce voyage en Namibie. On a la sensation que cette musique, elle va avec des images. C'est quoi le lien entre les deux aujourd'hui? Ça a été un peu dès le début, quoi, parce que même quand j'ai créé Tilassine, du coup, j'étais encore aux Beaux-Arts et j'avais cette envie de me dire, ouais, je veux aussi créer un projet pour pouvoir m'amuser sur tout ce qu'il y a autour, c'est-à-dire les pochettes d'albums, les clips, la scénographie. C'est en fait plein de terrains de jeu qui sont incroyables. Et moi, je pense que ce qui m'anime le plus, c'est tous ces liens musique-image. Donc ça va de ces expérimentations de partition au début à aujourd'hui travailler des clips qui vont pouvoir développer l'histoire qu'il y a derrière ces morceaux ou une scénographie qui peuvent accompagner sur les concerts en ce moment. C'est une façon pour moi de développer l'autre niveau, tout l'imaginaire que je peux avoir dans ces morceaux, quoi. Est-ce que les endroits où vous avez été étaient plutôt vierges? Vous les avez choisis aussi parce que vous en aviez pas d'image ou inversement? Parce que je sais que vous avez des liens, et on peut parler de Nice Pieces avec d'autres cultures. Vous avez appris, on l'a dit, le doudouk, il y a l'Arménie, il y a la Turquie, qui sont des pays qui sont importants. C'est pas là que vous avez enregistré? Non, c'est vrai qu'en général, donc sur ces projets, et c'était le cas même des Transsibériens, l'idée c'est de partir dans un endroit que je connais pas du tout, pour avoir cette espèce d'émerveillement naturel qu'on a quand on va dans une nouvelle ville, dans un nouveau pays, de se dire, bah en fait, on a une espèce d'énergie de créer, même de prendre des photos, quoi. J'ai beau habiter Paris, dans une ville qui est très belle, je prends rarement des photos parce que j'ai l'impression que c'est chez moi. Et donc il y a ce truc qui est aussi là en fait en musique, qui est fort, et que quand on est dans un nouvel endroit, il y a un truc facile qui vient naturellement. Donc je voulais aller à chaque fois dans des pays que je ne connaissais pas du tout, quoi. Est-ce que vous avez des rituels aujourd'hui, que ce soit sur scène ou dans la composition, ou même dans la manière d'arriver dans un nouveau pays? Est-ce qu'il y a des règles que vous vous êtes données, ou des choses qui vous consolent ou qui vous rassurent, ou au contraire, dont vous êtes sûr qu'elles vont vous déstabiliser? Des règles, c'est
je pose beaucoup de questions, peut-être, à chaque fois, avec des gens. Enfin, dès qu'on débarque, je suis quelqu'un d'assez presque associable chez moi, mais par contre, dans ces voyages, et ça surprend Cécile à chaque fois, parce que du coup, nos rôles s'inversent, je vais voir tout le monde et je vais poser plein de questions je veux découvrir la politique, l'histoire, savoir vraiment où on est et ce qui s'y passe, essayer d'avoir le maximum d'informations. Donc ça m'aide beaucoup aussi à me lancer dans le processus. Quand vous avez eu cette parenthèse qui, selon moi, n'en est pas tant que ça une, de désorientation, le titre de cette rencontre, c'était Désorientation et vers d'autres esthétiques. La musique classique, c'était une esthétique qui était proche à quel point? Est-ce que ça a été aussi une forme de voyage? Ça a correspondu en plus à un moment où on vous a laissé tout seul dans le château de Versailles. C'est pas loin. Pour que vous enregistriez les bruits du château de Versailles comme vous le faites quand vous allez ailleurs, quand vous allez dans un vrai ailleurs. Il s'est passé quoi dans cette rencontre avec ces esthétiques-là qui finalement sont très familières? Oui, c'est exactement ça. C'est-à-dire que quand j'ai eu ce projet au château de Versailles, au final, j'ai traversé le périph' et je me suis pris une claque et j'ai eu l'impression de voyager hyper loin dans le temps. Et ça a été la première fois que je me suis dit, OK, il y a on n'a pas forcément besoin d'aller très très loin. Il y a d'autres voyages qui sont incroyables aussi. Et puis, quand est arrivé le Covid, ce projet avec la musique classique, c'est aussi un petit peu un hasard parce qu'à la base, c'est un label de musique classique qui m'a mis au défi de réinterpréter un morceau d'Erik Satie. Vous avez joué hier. Que j'ai joué d'ailleurs hier soir. Et puis voilà, je m'étais amusé. Du coup, je jouais du balama, un instrument turc que je venais d'apprendre dessus. Et puis voilà, je me suis bien amusé sur ce morceau, à réinterpréter ce morceau. Donc ils étaient hyper contents. Ils ont dit mais il faut en faire plus et tout. Et arrivé le confinement, j'ai eu des projets qui se sont annulés, de voyages à l'étranger, de tournées, de concerts et tout ça. Et puis du coup, ils sont revenus un petit peu à la charge. Et puis je me suis dit, bon, bah voilà, je peux pas voyager géographiquement. C'est le moment de voyager dans le temps. Donc pour répondre à la question, la place de la musique classique, moi j'avais quand même un rapport à la musique classique pas incroyable. C'est-à-dire que c'était le solfège, c'était la rigueur. Je devais apprendre dans la timeline Schubert, Beethoven, Mozart et tout ça, mais j'ai pas appris à les aimer du tout. Et je les ai jamais vraiment, à cette époque-là, je les aimais pas plus que ça. Et donc ça m'a Vous les écoutiez pas? Non, je les écoutais assez peu. En fait, je redécouvrais tout juste, justement, on va dire, ce qui est le plus abordable pour un musicien de la musique électronique. Donc évidemment, Erik Satie, toute la musique un petit peu plus minimaliste comme ça. Et donc là, j'ai commencé à titiller le truc, et puis du coup, je suis allé chercher plus loin. Et en fait, j'ai adoré cet exercice de maintenant, avec une expérience même jeune de compositeur, de redécouvrir tous ces autres compositeurs. Et en fait, je me suis senti beaucoup plus proche, alors sans ego, c'est pas l'idée, mais plus proche d'une façon de composer, de compositeurs de musique classique, plutôt d'un groupe de rock que je pouvais croiser sur scène, où j'avais l'impression qu'on avait rien en commun dans la façon d'exprimer notre art. Parce que eux, ils font ça entre potes, à boire des bières, à faire des trucs comme ça et tout. Et moi, j'ai un truc où je vais jusqu'à 4 heures du mat à écrire des trucs, puis après, je réécoute. Et j'ai l'impression qu'on n'a pas du tout la même vie. Probablement pas du tout la même vie que Chopin. Néanmoins, je me projetais presque plus avec ces compositeurs-là. Donc ça a été une façon de jouer avec ce décalage-là, quoi. On parlait du fait tout à l'heure que il y a eu presque une contamination peut-être d'autres musiques dans votre pratique instrumentale à vous. Vous avez appris à jouer. On a compris que vous êtes un homme du fer, ça c'est clair et net. Justement, ces instruments que vous avez découverts, que vous avez mis en valeur, vous mettez en valeur sur scène, que vous avez mis en valeur aussi dans cet album Nine Pieces, est-ce qu'il y a une tentation ethnographique? Tout à l'heure, vous disiez, je ne veux pas écouter ce que les gens font en même temps que moi, ou ce qui ressemble à ma musique. Et en même temps, avec à chaque fois ces univers que ça ouvre, est-ce qu'il n'y a pas non plus la tentation de s'y perdre, c'est-à-dire de plonger dans que les chants russes, que les chants... Comment est-ce que... À quel moment ça s'arrête et comment justement vous gardez des choses et vous vous arrêtez à d'autres endroits? Peut-être que j'ai aussi un rapport assez naïf et instinctif. En fait, quand je découvre une musique, je me dis pas, voilà, je découvre tout un pan et puis après, je vais aller justement rechercher tout ce qui se fait de ce genre-là. Je vais juste
écouter des choses et puis d'un coup il y a un truc qui va me capter, qui va me faire une sorte de petit tilt et je me dis ah mais ça je peux trop en faire quelque chose, je peux trop le développer. Donc c'est pas un rapport justement ethnographique de classer, de tout découvrir. Peut-être que je le fais du coup d'une manière aussi voilà naïve et puis inexpérimentée, mais c'est quelque chose que je cultive quelque clairement. part et que je trouve intéressant. Donc l'idée, c'est voilà, de juste aller déclencher ce truc de nécessité et l'envie tout simplement de créer. Donc c'est pour ça que j'essaie de pas trop me poser de questions. Je me pose beaucoup de questions sur ce que ce morceau raconte, son histoire et tout ça, mais pas sur tout ce qui s'est passé dans ce type de musique. Voilà. On approche de la fin et dans la masterclass, on a souvent coutume de demander aux créateurs, aux créatrices, quels conseils ils auraient à donner à des gens qui font le même type d'art qu'eux, mais au sens large. Depuis tout à l'heure, je comprends que l'enjeu pour vous, c'est de cultiver ou de préserver un désir de création ou un moteur de création. Quel serait votre conseil de cet endroit-là? Qu'est-ce que vous diriez à quelqu'un qui veut faire ça? C'est très compliqué parce que je pense que les conseils, il faut qu'ils soient particuliers à chaque personne. On a tous des caractères très différents et certains conseils vont fonctionner pour certaines personnes et pas pour d'autres. Le plus gros conseil, c'est de ne pas se poser de questions, effectivement, de se laisser, mais c'est facile de dire ça, hein, mais de se laisser aller à faire un style musical qui est un peu bizarre ou de pas trop se questionner par rapport aux tendances du moment, que en fait, tous les artistes qui ont marqué toutes les générations, c'est toujours des gens qui ont fait un truc un peu bizarre à un moment donné, un petit peu décalé et tout. Donc ça, c'est le plus gros conseil. Et puis après, honnêtement, c'est aussi le travail, quoi. On n'en a pas parlé, mais c'est énormément de travail. Et c'est ça qui aussi fonctionne beaucoup, en fait. C'est un truc où je trouve des fois qui est un peu invisibilisé, mais c'est en travaillant énormément aussi qu'on arrive à faire des choses chouettes, quoi. Mais c'est marrant que vous disiez qu'on n'en a pas parlé, parce qu'effectivement, vous avez souvent dit que vous ne vouliez pas vous poser de questions. Justement, on le trouve comment, cet équilibre entre le fait de ne pas trop s'interroger et le travail? Ouais, non, mais c'est vrai que c'est très délicat, mais en fait, tout ce qu'on a parlé sur le fait de ne pas réfléchir et tout ça, pour moi, c'est juste les 20-30% de début là, du morceau, en fait, cette espèce d'idée de base, cette énergie, peut-être un peu plus que peut-être 50% du morceau. Cette énergie, l'idée, ce que ça transmet. Et ensuite, il y a quand même beaucoup de travail et de réflexion pour aussi traduire cette idée au plus grand nombre. Et c'est le moment où je fais plus de la musique forcément pour moi, et c'est là où je travaille pour la transmettre. Okay. Parce que sinon, si je faisais de la musique que pour moi, donc j'écouterais des boucles de trucs pendant 10 minutes comme ça. Et donc il y a un moment donné où il faut traduire ce qui nous touche dans cette musique pour que le plus grand nombre puisse aussi l'écouter. Et donc c'est là où le côté travail rentre en jeu. Qu'est-ce qui vous est le plus difficile? Quel moment est le plus difficile et quel moment vous donne le plus de joie à vous, s'il y en a? Bon, le moment le plus de joie, c'est clairement le moment où on sent qu'on a un truc, quoi. Sur un morceau. Moi, j'ai aussi une sorte de règle, c'est que je suis toujours hyper excité par chaque morceau que je fais. J'ai toujours l'impression que c'est le meilleur truc que j'ai jamais fait. Et du coup, j'ai une sorte de règle où si je trouve que c'est cool, c'est que c'est nul. Enfin, j'ai une sorte d'échelle où il faut regarder un petit peu au-dessus, quoi. Il faut vraiment que je pense que ce soit le meilleur truc que j'ai jamais fait pour que je juste le garde. Donc, je suis toujours hyper excité par chaque nouvelle idée de morceau, chaque début de choses. Donc ça, c'est clairement la partie la plus joyeuse et donc la partie la plus douloureuse, la plus compliquée. Justement, finir à un moment donné, finir un morceau, faire tout le mixage, se poser toutes ces questions de est-ce que c'est fini, c'est pas facile en fait, quoi. Au bout d'un moment, on écoute des dizaines et des dizaines de fois ces morceaux, on doute, on ne sait plus si c'est génial ou en fait ça n'a pas d'intérêt. Donc il y a ce moment où on perd un petit peu pied et où normalement il faut prendre une respiration et passer à autre chose, mais des fois on ne peut pas forcément. Donc ça peut être douloureux.
Là, vous avez terminé cette trilogie. Alors, je ne sais pas si le terme terminé est juste. Alors, Si, en tout de fait, suite. il est déterminé par l'état de la caravane, malheureusement, qui est rentrée de Namibie quand même, qui roule, mais qui a beaucoup trop été secouée sur les routes de Namibie. Et puis, il y a aussi l'idée de me dire que j'ai pas l'impression, enfin, je vois pas une destination qui serait encore mieux que ce que je viens de faire en Namibie, c'est-à-dire une destination où je peux quand même amener la caravane en cargo, donc avec un port, dans un lieu relativement pas en guerre, pas dangereux, pas tout ça, où je peux vraiment me perdre, vivre au milieu de nulle part et travailler dans des conditions intéressantes, rencontrer des gens et tout. Voilà, j'ai l'impression que c'était la meilleure destination que je pouvais faire. Et à l'inverse, la caravane a aussi beaucoup de contraintes. Il y a plein de lieux où je peux pas aller parce que juste ça monte trop, trop fort, que les rues sont un peu trop étroites ou qu'il y a un peu trop d'habitation et tout ça. Donc l'idée, c'est de pouvoir continuer aussi cette expérimentation, mais en ayant d'autres terrains de jeu, quoi. Alors justement, les terrains de jeu où vous pouvez être désorienté sans caravane, ça veut dire, ce seraient lesquels? Et ça veut dire que le processus va bouger? Ouais, bah, parce qu'en fait, je pense il faut toujours le réinventer. C'est vrai que je vois aussi, comme je disais, toutes les contraintes. Donc il y a plein d'endroits. Je ne peux pas aller même dans une grosse ville avec la caravane. C'est pas fait pour, c'est pas pratique. Euh, donc voilà, je suis en train de réfléchir aujourd'hui. J'ai pas la réponse à toutes ces questions. Je ne vais pas vous dire où je vais aller et comment encore, mais à, euh, à simplifier peut-être le processus tout en le rendant encore plus efficace et plus léger en fait quelque part, mais tout en gardant l'ADN et ce qui fait que ça marche pour moi en tout cas. Vous avez écrit cet Hyper Weekend Festival, vous avez écrit pour une maîtrise de jeune voix, vous l'aviez déjà fait. Vous avez joué à l'orgue, c'était la première fois que vous jouiez à l'orgue. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter en tant que créateur pour les 10 ans qui viennent? Puisque là, les 10 ans qui sont venus, qui viennent, étaient extrêmement prolifiques, productifs, très intenses. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter? Qu'est-ce que Bah, vous souhaitez? là c'est un très bon exemple. Moi j'ai juste envie de continuer de toucher à d'autres instruments, de travailler avec des musiciens incroyables. La collaboration qu'on a pu faire avec la maîtrise, moi j'ai adoré parce qu'au final, même si on vient d'un monde différent, ça a été extrêmement fluide. Le fait que je fasse moi-même les partitions, que je leur donne avec des clics dans l'oreillette pour se repérer, qu'on travaille ensemble, au final on a vraiment parlé le même langage. J'ai l'impression qu'ils étaient hyper excités à l'idée de faire ce concert. Moi, je l'étais aussi. Donc, de faire des collaborations comme ça dans le futur, idéalement pour plus qu'une soirée, ça peut être bien. Parce que c'était quand même des semaines et des mois de travail. Mais aussi, en vrai, justement, de se réinventer juste pour une soirée, c'est quelque chose que moi j'adore. Et je, je, je serais triste de devoir faire 2 ans du même concert, même si j'adore juste les concerts que je donne tout seul. C'est génial d'avoir ces opportunités, ces chances-là de se faire un pas de côté et en même temps d'apprendre énormément grâce à ce pas de côté, quoi. Est-ce que vous faites de la musique pour parler la même langue que les gens? Ah, un peu. Bah, en Namibie, c'était beaucoup le cas. C'est-à-dire que, alors, je dirais pas que c'est pour parler la même langue que les gens, parce que moi, j'aime bien juste me parler à moi-même. Je sais pas, enfin, j'ai pas cette espèce d'élan de communication avec tout le monde. Mais c'est peut-être plus une façon de moi m'exprimer et du coup, de communiquer de manière plus naturelle pour moi. Même si maintenant je sais bien utiliser un micro et fonctionner avec ma bouche, je pense que je trouve ça plus naturel et plus beau de communiquer comme ça avec la musique, donc quelque part un petit peu, ouais. Merci beaucoup, Tilassine. Avec grand Merci plaisir. pour cette magnifique masterclass. Merci à vous Merci d'avoir beaucoup. suivi. Merci mille fois. Je pensais pleurer hier soir, hein, pas aujourd'hui. C'est ça qui était trop beau. C'était la petite nuit, quoi. C'était magnifique. Et je pense, si nos camarades d'ici nous disent que oui, on a quand même une petite 8 dizaines de minutes pour que vous puissiez poser des questions à Tilassine si vous en avez envie. Il y a une charmante personne avec un micro qui est là. Osez
osez, si vous pouvez, c'est le moment ou jamais. Bonjour, moi j'ai une question sur votre prochain lieu de création ou peut-être votre mode de transport. Est-ce que vous avez pensé à un voilier, un bateau à voile au milieu de l'océan par exemple? Ça pourrait être intéressant. Bah ouais, j'ai déjà pensé parce que ça me fait rêver aussi. Et un truc aussi que je me suis dit, c'est que j'aimerais bien que le prochain voyage et tout, que ce soit pas forcément moi qui le décide en fait, de me laisser un peu emporter par des idées, des rencontres. Je me suis rendu compte dernièrement que c'est au final là où j'ai eu le plus gros pas de côté. Donc on parlait du château de Versailles, où j'aurais jamais pensé faire un morceau au château de Versailles. Et en fait, ces choses-là, ça m'apprend énormément et j'ai l'impression que c'est hyper intéressant. Donc ce n'est pas un appel, mais presque. Si quelqu'un a un voilier. Non, mais en tout cas, de se laisser soi-même surprendre. Donc honnêtement, toutes les options sont ouvertes, mais j'adorerais un jour faire ça. Ouais. Un appel à la commande. Et moi j'ai une question sur, là on a parlé des voyages, et vous avez aussi produit pour des séries, notamment OVNI. Ouais. Et comment est-ce que vous faites à ce moment-là? Est-ce que vous avez déjà l'image avant de faire la musique, ou est-ce que vous faites juste en lisant le synopsis? Alors en fait, moi justement, j'essaie de les prendre un peu comme des voyages. J'essaie de travailler suffisamment en amont pour que, en général, c'est pendant qu'ils sont en train de tourner. Je veux pas faire de la musique directement à l'image, c'est-à-dire qu'ils ont déjà monté le film ou la série et que je me rajoute comme ça. Moi, mon but, c'est de créer l'album du projet, un peu, et de leur fournir énormément de matière. Donc pour OVNI, c'est ce qui était génial, et c'est le meilleur exemple, c'est que quand le réalisateur Anthony Cordier m'a contacté, il m'a dit « Ouais, j'ai une série, une comédie un peu décalée dans les années 70. » Je dis « Ah, super, pourquoi tu viens me voir moi, en fait ?» Genre, je fais de la musique un peu mélancolique, qui n'a rien à voir avec les années 70. Et du coup... j'ai réfléchi à ça et j'ai trouvé un lieu qui est à Fribourg, qui a une collection de tous les vieux synthés du monde, dans lequel j'ai passé plusieurs semaines à utiliser que des synthés d'époque. Je me suis dit, voilà, si j'avais existé à cette époque-là, quelle musique j'aurais fait. Donc encore une fois, je ne suis pas allé chercher toute la musique qui existait sur cette période-là pour avoir des références et tout. Je me suis dit, je fais ma musique, mais avec le matos de l'époque. Et donc, du coup, je leur ai envoyé plein de morceaux, pour mieux répondre à ta question, alors qu'ils étaient en train de tourner et surtout de commencer à monter, pour qu'ils aient de la matière en montant. Je me suis rendu compte avec l'expérience que, du coup, ils utilisent, même si les morceaux ne sont pas finis, ils utilisent ce qu'ils ont et du coup ils calent déjà avec ma musique et du coup tout est beaucoup plus fluide et logique. Donc par exemple sur un thème que je vais faire, je vais leur envoyer 5 versions différentes. Une version de 30 secondes, une de 10 secondes, une de 1 minute, une de 2 minutes, une sans rythmique, enfin voilà, des espèces d'alternatives comme ça pour qu'ils aient plein de... Ça marche d'autant plus pour la série parce qu'ils ont besoin de beaucoup de matière, pour qu'ils aient un peu toute la palette et qui jouent avec tout ça, quoi. Et la question, moi, je la prolonge sur Winter Palace, qui se passe dans les Alpes. Là, il n'y avait pas le synthé, mais il y avait d'autres instruments. Bah là, c'était aussi pareil. C'était un peu d'utiliser les instruments de l'époque. Donc, c'est le passage au 1900. Heureusement, le saxophone a été créé. C'était chouette. Et du coup, j'ai utilisé justement le saxophone baryton que j'ai joué hier soir pour faire des lignes de basse, des choses comme ça. J'ai utilisé une sorte de dulcimer aussi suisse pour certaines mélodies. Mais c'était un petit peu la même logique, c'est-à-dire d'utiliser principalement les instruments de l'époque, mais de composer d'une manière très moderne, avec des rythmes et des structures presque électroniques, quoi. De l'époque et du lieu, parce que c'est dans les années 20, mais dans les Alpes. Oui, c'est ça. Donc j'ai fait des petites recherches là-dessus, et au final, c'est des instruments qu'on retrouve aussi aujourd'hui. Donc le quartet à cordes, typiquement, était très présent. Donc c'était assez simple d'un point de vue d'instrument comme ça. Est-ce qu'il y a une autre question? Oui? On dirait que oui. Oui, c'est bon? Non? Bon, écoutez, sinon, on continue juste à vivre un super bon festival. Merci beaucoup, Thylassine. Avec grand plaisir. Merci, William. Merci à vous. Merci à toute l'équipe. Et bon festival, bonne suite de festival.